Bonjour, tu élèves en classe de première A4 ou même première ABI, alors sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle épreuve de philosophie, à savoir le probatoire session 2025. Ne bouge pas, c'est juste après le générique. Là, tu peux le constater. Ici, tu peux le constater par toi-même. Nous avons la première partie de l'épreuve, l'évaluation des savoirs et bien sûr l'évaluation des savoir-faire. Et là, la deuxième partie, où le sujet peut être bien lu ici, pardon. Et là, la deuxième partie où le sujet peut être bien lu, à savoir quelle réflexion de sujet cette affirmation d'Aristote, le juste est ce qui respecte l'égalité. Donc voilà, donc nous abordons cela après la première partie. Commençons donc immédiatement par la première partie, à savoir l'évaluation des ressources. Définition des concepts, citation et auteur. Le sous-développement. Qu'est-ce que le sous-développement? Ce qu'il faut entendre par sous-développement ici, c'est que c'est un état d'un individu ou d'une population incapable de satisfaire ses exigences de bien-être économique, social et même humain. Ebenezer Ndjomoué, dans cette logique, dans son ouvrage de la médiocrité à l'excellence, ouvrage que tu connais certainement très bien, va dire la chose suivante. La marque particulière du sous-développement, c'est la misère objective, celle qui n'a pas besoin d'être consciemment vécue pour être. Elle s'appelle ignorance, superstition, analphabétisme. Ce qu'on comprend ici, c'est que pour l'auteur, le sous-développement est avant tout intellectuel, en fait. C'est-à-dire un genre de sous-développement ou alors un genre de pauvreté qui n'est pas évident ou qui n'est pas consciemment vécu par les individus. Une autre citation, toujours du même auteur de Bézin Djomolé, est que il dit le spectacle le plus affligeant en situation du sous-développement est celui de l'irrationalité dans le comportement de l'homme. Donc il explique là que la chose la plus déplorable, la plus inacceptable dans le comportement de quelqu'un ou d'un continent, d'un pays sous-développé, c'est surtout de manquer de rationalité, de scientificité dans sa méthode d'agir. Deuxième concept dans la culture. La culture, c'est l'ensemble des éléments et valeurs exprimant la manière d'être au monde et de vivre d'un groupe social ou d'une société. Certains anthropologues ont d'ailleurs défini la culture comme étant la solution, la réponse d'un ensemble d'individus, d'une société par rapport aux problèmes, aux difficultés que cette société rencontre justement. Donc on a là une citation de Cheikh Anta Diop, de Cheikh Hamidou Kane, pardon, qui dit l'ère de destinée singulière est révolue. Il explique donc ici que nous ne sommes plus dans une période où chaque nation, chaque culture pouvait faire cavalier seul et s'en sortir parfaitement. Nous sommes au contraire de son point de vue dans un moment de l'humanité où chaque culture doit s'associer ou s'allier aux autres pour créer ou pour penser quelque chose de plus grand, en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler la culture du donner et du recevoir. Chaque culture a sa particularité à apporter. Nous poursuivons. Nous enchaînons donc avec la deuxième partie, l'évaluation des savoir-faire. Il s'agit donc ici de créer un tableau à deux colonnes qui répartit les afro-pessimistes et les afro-optimistes. Déjà, commençons par définir c'est quoi un afro-pessimisme. Afro-pessimisme, ce sont des auteurs qui adoptent une vision critique ou négative sur les capacités de l'Afrique à se développer ou sur son apport culturel et historique, souvent en raison des préjugés eurocentriques ou d'une vision fataliste des dynamiques internes. Donc simplement, l'afro-pessimisme, c'est donc une doctrine qui consiste à penser que les Africains sont incapables de se développer par eux-mêmes, mais aussi qu'ils sont surtout la cause de leurs propres difficultés ou de leur sous-développement. L'afro-optimisme, au contraire, ce sont des auteurs qui valorisent les potentialités de l'Afrique, son histoire, sa culture et son avenir, en insistant sur l'autonomie, la créativité des peuples africains. On comprend donc que parler d'afro-optimisme, c'est une tendance qui consiste à voir en l'Afrique le potentiel dont elle a besoin, les Africains, le potentiel nécessaire pour pouvoir effectivement remettre l'Afrique sur les rails et donc de faire qu'elle puisse se développer. Voilà dans le tableau. Dans la colonne A, nous avons les auteurs de l'afro-pessimisme et dans la colonne B, les auteurs de l'afro-optimisme. Nous avons donc les auteurs comme Lévi-Brûlé mentionne, Friedrich Hegel, qui pour certains sont des ethnophilosophes. Nous avons donc dans la colonne A, les auteurs de l'afro-pessimisme comme Axel Kabou, Lucien Lévy-Bruhl, Friedrich Hegel, Marcien Towa, Arthur de Gobineau. Globalement, ce sont des gens qui pensent que l'Afrique en soi n'a rien d'utile, n'a rien de bénéfique pour planifier, pour se déployer
afin d'expérimenter un véritable déploiement, un véritable développement en fait. Donc de leur point de vue, l'Afrique est vraiment le lieu où on retrouve les mentalités les plus basses possibles. C'est le cas des gens comme Friedrich Hegel ou bien Lucien Lévy-Bruhl qui vont affirmer justement que l'Africain ou alors le continent africain est parmi les cultures la plus basse et donc la moins développée possible. D'un autre côté, nous avons les auteurs associés à l'afro-optimisme comme Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, Jean-Godefroy Bidima, Amilcar Cabral, France Fanon, qui pensent au contraire l'Afrique a une potentialité qui peut être tout à fait utile et utilisable pour impulser une véritable dynamique de développement. Les gens comme Cheikh Anta Diop vont recommander justement aux Africains de s'armer de science jusqu'aux dents, parce qu'il n'y a de son point de vue que par la science que les Africains pourront réellement arracher, conquérir leur liberté et donc leur développement. Nous avançons donc avec la deuxième partie, l'évaluation de l'agir compétent ou des compétences. Il s'agit bien sûr, si nous le savons, d'un sujet de dissertation philosophique. Le sujet est donc le suivant. Quelle réflexion te suggère cette affirmation d'Aristote? Le juste est ce qui respecte l'égalité. Commençons comme d'habitude par l'analyse et la compréhension du sujet, notamment l'explication des mots et des concepts clés du sujet. Le juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est approprié, acceptable, normal, ce qui est conforme à la justice. Respecte. Respecte, cela signifie correspond à, est conforme à, s'identifie ou se réduit à. L'égalité, c'est le caractère de ce qui est égal. C'est le principe de partage fondé sur l'équivalence. Le principe de distribution commandant de donner la même chose à tout le monde. Égalité comme symbole de la balance, principe de l'équilibre. C'est aussi le principe qui stipule que tous les individus ont sans discrimination les mêmes droits, les mêmes chances et les mêmes opportunités. Donc simplement lorsqu'on parle d'égalité ici, il s'agit d'accorder la même chose à tout le monde sans discrimination, sans favoritisme. Nous poursuivons. Donc, présupposer la justice repose ou se fonde sur l'égalité. C'est ce qu'en substance Aristote nous dit dans son sujet. En termes de reformulation, on peut dire la chose suivante. Selon Aristote, la justice se fonde sur l'égalité. Ce qui est juste respecte l'équivalence, les parts égales. Problème philosophique, on aura ici dans le fondement de la justice. En termes de problématique, on peut dire, est-ce légitime de fonder la justice sur l'égalité quand on sait que les hommes ne sont pas tous égaux? Effectivement, c'est tout à fait normal. Les inégalités sociales, économiques et même historiques sont parfaitement visibles dans la société. Comment donc comprendre ou alors voir la pertinence, voir une pertinence dans cette affirmation d'Aristote quand on sait justement que cette inégalité-là est omniprésente dans la société? C'est donc une interrogation qu'on verra donc à l'antithèse. Nous continuons donc le plan du développement. Thèse. Ici, on démontre la justice comme égalité stricte. L'égalité arithmétique, c'est-à-dire une égalité qui est froide, une égalité absolue, une égalité qui ne tient pas compte des circonstances. L'idée donc centrale qu'on va développer dans cette thèse est la suivante. Pour être juste, il faut traiter tout le monde exactement de la même manière, sans exception. L'argument numéro 1 qui démontre cela, c'est l'impartialité de la loi. Et effectivement, la justice doit être aveugle aux différences. Différences en termes de richesse, en termes de tribu, en termes de rang social, en termes de race même aussi, ou même en termes de sexe. Pour garantir que personne n'est au-dessus des règles. Si on commence à faire des exceptions, on tombe dans le favoritisme. C'est tout à fait normal. La loi doit être la même pour tout le monde. On ne doit pas privilégier certains au risque de tomber dans le favoritisme. Effectivement, c'est tout à fait normal. Donc, citation, on peut justement lire dans le préambule de la Constitution camerounaise, tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Même la Constitution camerounaise prévoit cela. On comprend donc effectivement la justice au sens où elle repose sur le principe de l'égalité doit être la même pour tout le monde. Argument numéro 2, dans le commerce ou le droit pénal, c'est œil pour œil. Autrement dit, la justice exige une égalité mathématique. Une faute égale une peine. Un produit égale un prix, pas un autre prix. On va donc voir ici un exemple assez marquant, le principe de la justice commutative où on donne la même chose à tout le monde, peu importe qui ils sont. Toujours dans l'optique d'éviter le favoritisme. Transition de ce qui précède, l'égalité semble le fondement adéquat pour la justice. Cependant, cette application froide de la loi ne peut-elle pas être socialement injuste?
Quand on sait justement que les inégalités, règnent dans la société, est-ce que appliquer une loi à chaque personne, la même loi à chaque personne, n'est-ce pas indirectement créer une sorte d'injustice et donc de ressentiment? Nous allons explorer cette idée à l'antithèse. Antithèse, les limites de la pensée d'Aristote. Appliquer la même règle à des gens différents est une forme d'injustice. Il faut adapter la part au mérite ou aux besoins. L'argument numéro 1, la reconnaissance du mérite. Il serait injuste de donner la même note à un élève qui travaille et à celui qui ne fait rien. C'est injuste. La justice ici, c'est l'égalité des rapports. Plus d'efforts, plus de récompenses. Moins d'efforts, et bien moins de récompenses, tout simplement. Citation, c'est ici que Michel Serres va dire « L'égalité homogène serait injuste », d'où la nécessité de la justice qui repose sur le mérite. C'est la justice distributive. Michel Serres explique donc ici qu'une égalité qui serait la même pour tous serait en fait une injustice, tout simplement. D'où la nécessité donc d'utiliser le principe, plutôt la justice distributive, c'est-à-dire cette justice-là qui permet de pouvoir donner en fonction du mérite ou bien des efforts fournis par chaque personne. Un exemple question justement ici que j'espère vraiment voir ta réponse en commentaire. En tout cas, donne-moi ta réponse en commentaire. Au Cameroun, si on distribue des bourses d'études, est-il juste de donner la même somme au fils d'un milliardaire et à l'orphelin du village? Reconnaissant donc, selon cet argument, à savoir le principe de la reconnaissance du mérite ou alors le principe de la justice distributive, est-ce que de ton point de vue, il serait donc normal, juste de donner une même somme à un fils d'un milliardaire et à un fils et à un orphelin du village? J'attends ta réponse en commentaire. Antithèse, argument numéro 2, les hommes ne sont pas socialement égaux. On ne peut pas demander la même performance à un homme valide et à un handicapé. La justice exige de donner plus de moyens à ceux qui en ont moins de capacités, au départ. Dans le cas de Benjamin Franklin qui va donc dire, le pire des injustices, c'est de traiter également des personnes inégales. Effectivement, puisque les personnes sont inégales, il est donc tout à fait légitime, normal, juste de donner donc un traitement différent, auquel cas on tomberait dans l'inégalité ou alors dans l'injustice. Transition, ces critiques suffisent-elles à nous faire perdre de vue l'intérêt de la pensée d'Aristote? Quel est donc le mérite de la pensée aristotélicienne? Synthèse et justification de la pensée d'Aristote. On démontre ici que l'égalité doit être au cœur de l'application de la justice si nous aspirons à vivre un monde meilleur. Je rédige donc directement et voici ce que nous avons préparé. L'opposition entre égalité formelle et équité montre que la justice ne peut se réduire à une application mécanique de l'égalité. Si l'égalité reste un idéal, elle doit être adaptée aux réalités sociales pour être véritablement juste. Aristote lui-même reconnaît cette nuance avec sa distinction entre l'égalité arithmétique et proportionnelle. Une société juste doit donc combiner ces deux approches, garantir son égalité de principe, tous égaux devant la loi, tout en tenant compte des différences pour promouvoir l'équité. Donc, on comprend donc ici que certes, il y a une égalité arithmétique ou alors une justice commutative qui doit être présente entre les hommes pour garantir l'égalité effective et donc l'égalité de tous devant la loi. Mais sauf que cette même égalité arithmétique ou absolue peut devenir une égalité, peut devenir une injustice. Oui, en ce sens que les individus, de manière essentielle, ne sont pas égaux. Il appartient donc ici à l'auteur de présenter cette deuxième forme de justice, à savoir la justice distributive, qui reconnaît les différences et dont l'application méritée de la justice pour chacun. Cela dit, nous passons donc immédiatement à la dernière articulation, à savoir la conclusion, qui est, comme nous le savons, à trois parties. Premièrement, le rappel du problème philosophique. Nous disons, en définitive, le problème était celui du fondement de la justice. En termes de bilan, deuxième articulation, nous disons, selon Aristote, quelle que soit la forme sous laquelle elle s'exprimerait, la justice doit faire corps avec l'égalité. Cette conception positiviste de l'égalité semble pourtant tempérée par les éventuelles injustices et frustrations qui généreraient
de strict respect de l'égalité de certaines circonstances. Troisième étape, la solution. Troisième étape, la solution contextualisée du candidat. Dans le contexte camerounais où les inégalités économiques, régionales et éducatives sont marquées, une conception juste de l'égalité devrait combiner égalité formelle, par exemple un aspect universel aux droits fondamentaux, avec des mesures d'équité, comme des politiques de discrimination comme des politiques de discrimination positives pour les régions défavorisées ou des groupes marginalisés. Par exemple, des programmes d'accès gratuit à l'éducation pour les enfants issus des milieux défavorisés pourraient incarner cette justice équitable. Ainsi, respecter l'égalité selon Aristote ne signifie pas traiter tous de manière identique, mais ajuster les moyens pour garantir à chacun une chance réelle de s'épanouir. Effectivement. Non seulement on comprend ici que Aristote a le mérite de vouloir reposer, de vouloir éliminer le favoritisme présent en société. Il voulait donc que chaque être humain soit traité de manière égale. Mais sauf qu'il se rend aussi compte que cette égalité arithmétique-là peut être injuste socialement parce qu'on se rend compte des inégalités qui sont omniprésentes parmi nous. Il postule donc qu'il faudrait plutôt une justice distributive, davantage tournée vers l'équité qui prend en compte les inégalités ou bien les faiblesses de chacun. Donc, qui met un terme à cette épreuve du probatoire 2025. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et même à partager. Et surtout, il faut t'abonner parce qu'il y a beaucoup d'épreuves justement qui arrivent dans ce sens-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'ai une question pour toi, ou plutôt une deuxième question pour toi. Quelle session de probatoire aimerais-tu que nous traitons dans nos prochaines vidéos? La réponse, c'est juste un commentaire et d'ici là, porte-toi bien. À bientôt.